La Russie mène 2 guerres contre l'Ukraine. L'une est la guerre visible, avec tous les missiles, les tranchées et les images de drones qui la maintiennent quotidiennement sous les projecteurs. Mais l'autre est plus discrète, moins coûteuse et à bien des égards plus ambitieuse. C'est la guerre pour façonner ce que croient les Ukrainiens. Une guerre menée par des personnes sans un signe de grade et qui ne laissent aucune trace officielle. Et cette seconde guerre a discrètement mis à l'épreuve la volonté de l'Ukraine de se battre, du moins jusqu'en 2023. Aujourd'hui, on peut dire que cette guerre a échoué, et les stratégies que la Russie utilisait sont désormais retournées contre son propre peuple. Pour comprendre où nous en sommes, il faut commencer en 2014 avec une armée qui n'était jamais censée être là. En juillet 2014, la chaîne de télévision d'État russe, Canal 1, a diffusé ce qu'elle a décrit comme un témoignage de réfugiés. Galina Pichniak, depuis un camp dans la région de Rostov en Russie, a raconté aux téléspectateurs que des soldats ukrainiens avaient rassemblé les habitants de Sloviansk. Sur la place principale, qu'elle a appelée place Lénine, ils avaient pris un garçon de 3 ans, le fils d'un milicien local pro-russe, et ils l'avaient crucifié, le clouant sur une planche comme lors d'une exécution publique. Sa mère, a-t-elle dit, a été attachée à un char et traînée autour de la place jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le reportage a été diffusé sur la chaîne la plus regardée de Russie, un diffuseur d'État qui pouvait potentiellement atteindre 250 millions de téléspectateurs à travers les anciens pays soviétiques. En quelques heures, l'histoire circulait sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens. En moins d'une journée, des journalistes indépendants l'avaient démonté. Des journalistes d'investigation de Novaya Gazeta et de la chaîne de télévision indépendante Dojd se sont rendus à Sloviansk et n'ont trouvé aucun témoin, aucune preuve matérielle, ni aucun enregistrement audio ou vidéo de l'incident présumé. C'était totalement contradictoire avec ce à quoi on s'attendait, d'autant plus que les opérations de l'armée ukrainienne dans cette ville étaient largement documentées à l'époque. BBC News a souligné un détail qui aurait dû stopper l'histoire avant même qu'elle ne commence. Il n'y a pas de place Lénine à Sloviansk. L'équivalent le plus proche est la place de la Révolution d'Octobre. L'endroit où l'atrocité aurait soi-disant eu lieu n'existait même pas. Pichniak elle-même n'était pas non plus ce qu'elle semblait être. Son mari était un ancien membre du Berkut, l'unité spéciale de police ukrainienne dissoute après le Maïdan. À ce moment-là, il avait déjà rejoint les forces séparatistes opérant sous les ordres d'Igor Strelkov. Donc, elle n'était pas une réfugiée, mais l'épouse d'un combattant actif du côté soutenu par la Russie, témoignant depuis un camp russe à la télévision d'État russe, à propos d'une atrocité qu'aucune preuve physique, aucun autre témoin et aucune réalité géographique ne pouvaient être confirmées. Et même si l'histoire s'est avérée être une absurdité, les enquêteurs ont jugé utile de remonter à sa source et de comprendre comment elle avait vu le jour. Elle semblait avoir été lancée par le philosophe eurasiste Alexandre Douguine, qui en a publié une version sur sa page Facebook le 9 juillet, 3 jours avant la diffusion sur Channel One. Douguine a beaucoup écrit sur le pouvoir des archétypes ou images culturelles fondamentales, servant à attribuer culpabilité ou innocence. Le choix d'un petit enfant sans défense comme victime et la crucifixion comme méthode s'appuyaient sur les images les plus profondes du martyr chrétien et les associaient aux plus anciens clichés antichrétiens de l'histoire. Cela visait à définir les Ukrainiens non comme des adversaires politiques, mais comme quelque chose d'inhumain. Curieusement, ce qui s'est passé à Sloviansk cette semaine-là est sans doute à l'origine de la diffusion de cette histoire. Une semaine avant la diffusion, les séparatistes pro-russes avaient dû quitter Sloviansk devant l'avancée ukrainienne. Et la veille de la diffusion, l'armée russe avait commencé à bombarder les positions ukrainiennes dans le Donbass depuis le territoire même de la Fédération de Russie. Ces 2 événements étaient invisibles dans les médias russes. Le garçon crucifié les a remplacés. Une retraite militaire et un acte d'agression transfrontalière ont été maquillés en temps réel par une histoire d'atrocités fabriquées. Ainsi, au lieu que le peuple russe soit conscient que son armée menait activement des opérations hostiles dans un autre pays, tout ce qu'il voyait, c'était une tentative de diaboliser les personnes qui étaient sans doute les plus proches d'eux, en termes de culture et d'histoire. La première chaîne a finalement publié quelque chose qui ressemblait à une rétractation le 21 décembre 2014, soit 5 mois après la diffusion, en déclarant qu'elle n'avait fait que relayer un prétendu témoignage oculaire. Il est certain que ce n'était pas des excuses pour avoir diffusé une fausse histoire. Il a fallu attendre 2021 pour qu'une journaliste russe nommée Matcha Baznulova retrouve Pichniak, où elle a déclaré qu'elle regrettait d'avoir inventé cette histoire. Mais le mal était fait. Lorsque l'armée russe a officiellement envahi les forces ukrainiennes de l'Est plus tard, à l'été 2014, ces soldats ont donné aux journalistes une raison pour laquelle ils étaient venus.
Selon des journalistes qui ont interviewé des volontaires revenant de la République populaire de Louhansk en 2015, certains d'entre eux ont cité directement l'histoire de la crucifixion. Ils ont dit qu'ils étaient en Ukraine pour les enfants. Les missiles que la Russie a ensuite tirés sur la gare de Kramatorsk en 2022 tuant des enfants portaient la même inscription. Une histoire, démystifiée en moins de 24 heures, recrutait encore des combattants 1 an plus tard et servait encore de couverture morale 8 ans après. C'était le sommet d'une campagne de désinformation réussie. Peu importe la véracité de l'histoire, les gens y ont cru suffisamment longtemps pour que cela entraîne des conséquences qui allaient remodeler l'opinion publique et même la géopolitique mondiale. Le garçon crucifié n'était que la partie visible. En dessous, la Russie menait une campagne distincte, bien plus opérationnelle. À partir de 2014, dans le cadre de l'agression hybride plus large qui a accompagné la prise de la Crimée et le soulèvement fabriqué dans le Donbass, les services de renseignement russes, principalement le FSB et le GRU, ont constitué et activé des réseaux d'agents dans le sud et l'est de l'Ukraine. L'objectif était de déstabiliser l'Ukraine en provoquant des conflits interrégionaux et interethniques, en renforçant les forces séparatistes et en démantelant les structures de sécurité. En fin de compte, ces mesures devaient préparer le terrain à un effondrement politique qui rendrait une intervention militaire soit inutile, soit extrêmement facile. C'est en partie ce qui s'était déjà produit lors de l'annexion de la Crimée au début de 2014 et ce qui aurait dû se passer à Kiev en février 2022. Des recherches publiées dans la revue Parameter du Collège de guerre de l'armée américaine ont suggéré que des unités Spetsnaz du GRU opéraient probablement dans l'est de l'Ukraine dès la mi-mars 2014, soit environ 1 mois, avant que la rébellion du Donbass ne prenne toute son ampleur. L'unité de plus de 50 militants qui a franchi la frontière et s'est emparée des bâtiments de la police et de la sécurité à Sloviansk et Kramatorsk le 12 avril 2014 ne portait aucun insigne et était commandée par le colonel du FSB Igor Girkin, connu sous son indicatif d'appel Strelkov. Les analyses occidentales ont également détecté du personnel de l'unité 29 155 du GRU en février 2022, quelques jours avant l'opération militaire spéciale. L'unité a ensuite été désignée comme responsable des empoisonnements de Salisbury, des explosions de dépôts d'armes à travers l'Europe de l'Est et des tentatives de déstabilisation politique. Les troubles de 2014 à Odessa, qui ont culminé avec l'incendie du bâtiment des syndicats, ayant causé la mort de 48 personnes, ont également été décrits par le service de sécurité ukrainien comme le résultat d'une ingérence étrangère, en particulier de groupes venus de la région transnistrienne de Moldavie, contrôlés par la Russie, travaillant avec des réseaux financés par la Russie. Donc, en Ukraine, la Russie menait une opération clandestine disposant de moyens, d'un budget et de plusieurs années de préparation. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Le Donbass a été embrasé. Les forces de sécurité ukrainiennes ont été déstabilisées au cours des premiers mois, prises entre une menace militaire classique et une insurrection, mêlant revendications locales et opérations russes. Mais la machine avait une faille fondamentale qui n'a été révélée que par une enquête de Reuters sur le réseau clandestin du FSB en Ukraine. Il s'est avéré que les agents et leurs superviseurs pensaient que l'Ukraine était faible, ce qui était une erreur totale, malgré près d'une décennie de campagne de désinformation clandestine dans le pays. Les personnes sur lesquelles le Kremlin comptait comme ses relais à l'intérieur de l'Ukraine avaient exagéré leur propre influence pendant des années, et le FSB recevait des évaluations qui reflétèrent ce que Moscou voulait entendre, et non la réalité de la société ukrainienne sur le terrain. C'est pourquoi, lorsque l'invasion à grande échelle a eu lieu en février 2022, le plan visant à s'emparer de Kiev en 72 heures s'est effondré. Le FSB devait préparer une capitulation politique rapide, en dressant des listes de responsables favorables, en plaçant des agents à l'avance et en recensant les segments de la population susceptibles de vaciller. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est une société qui avait passé 8 ans à se renforcer. La préparation secrète censée faciliter l'opération militaire avait été entièrement inventée. Dès que la Russie a adopté une attitude agressive, les campagnes se sont effondrées. Quelques mois après l'échec de février 2022, le FSB est passé de l'ambition de prendre Kiev à l'occupation et à la transformation des villes que la Russie avait réellement conquises, comme Mariupol, Melitopol et Kherson. C'était une version plus courte et sombre du même programme. Les responsables du FSB ont suivi l'artillerie, essayant d'instaurer une gouvernance sur les ruines et la peur, présent mais affaibli. Un responsable du renseignement ukrainien a décrit la nouvelle situation en disant que le FSB ne travaille pas avec le même enthousiasme, mais qu'il continue. La raison en est que le front de l'information a changé radicalement entre 2014 et 2022,
À la mi-mai 2026, Andriy Youssov, qui était le représentant pour les communications stratégiques du renseignement de la défense ukrainienne, ou HUR, est apparu sur scène lors du forum des médias de Lviv. Son évaluation de la Russie était que la pénétration des fausses informations russes dans l'espace informationnel ukrainien et européen est devenue bien moindre qu'en 2014. Il a poursuivi en disant « Il y a maintenant plus de réflexion critique. Beaucoup de choses n'atteignent tout simplement pas les gens, ou bien elles les atteignent sans les toucher. » La réaction est devenue « C'est évidemment n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je réagirais à cela ?» C'est frappant d'entendre cela de la part d'un responsable du renseignement en exercice. L'ennemi a cessé d'essayer. Mais les tentatives n'atteignent plus la conscience des cibles visées. La société ukrainienne, après 12 ans d'agression hybride et 4 ans de guerre à grande échelle, a développé un œil averti pour la propagande russe, rejetant catégoriquement les affirmations russes. Alors, que fait un appareil de propagande lorsque sa cible principale est devenue immunisée ? Il trouve une autre utilité à la machine. L'appareil de désinformation russe s'est maintenant tourné vers l'intérieur. Une catégorie distincte de contenu est désormais produite exclusivement pour le public russe national. En fait, il y a un débat en cours sur la façon dont la Russie commence de plus en plus à ressembler à la Corée du Nord en termes de couverture médiatique. Les rapports sur la nord-coréanisation, comme on l'a appelé plus tard, ont commencé en 2022 lorsque les médias ont discuté du rythme auquel le Kremlin contrôlait le contenu médiatique russe et ce qui était communiqué au public. L'échec d'une campagne de désinformation en Ukraine et les nouveaux efforts du FSB n'ont fait qu'accentuer cette tendance dans le pays. Donc, l'histoire du garçon crucifié a refait surface avec des suites. L'histoire originale renaît avec des personnages d'une émission pour enfants soviétique qui a marqué plusieurs générations de Russes. Une prétendue sœur a été ajoutée au récit, et il existe même une version où la mère est torturée et tuée par des Ukrainiens. Ce nouveau détail ressemble à la façon dont une série télévisée ajoute des saisons, car pour ce public local, c'est exactement ainsi que cela fonctionne. Le Kremlin diffuse en série du contenu destiné à ceux qui veulent justifier les actions de leur pays et les pertes de leur famille par des méfaits ukrainiens. Et lorsque la fabrication initiale dirigée vers l'extérieur échoue, la tactique restante consiste à faire paraître les problèmes existants bien pires, en commençant par une chose avec laquelle l'Ukraine a effectivement des difficultés. La main-d'œuvre. Au cours des 10 premiers jours de mai 2026, plus de 21 600 publications diffusant un discours anti-migrant ont inondé les réseaux sociaux ukrainiens, à partir d'environ 14 000 sources, principalement sur Facebook et Telegram. Parmi les preuves diffusées figurait une vidéo truquée d'un responsable régional, montée pour lui faire promettre des avantages aux migrants. Le service national des migrations d'Ukraine n'a délivré que 675 permis de migration au premier trimestre 2026, puis est revenu sur sa décision, et en a annulé 445. L'objectif de la campagne était d'exploiter le fait que l'Ukraine s'efforce activement de renforcer ses forces armées avec de nouveaux recrues. Ainsi, la Russie pourrait donner l'impression que les villes ukrainiennes sont envahies par des travailleurs étrangers comblant le vide, avec le message que l'Ukraine se bat, mais deviendra de toute façon moins cohésive culturellement. Cette campagne se déroule sur 2 fronts simultanément. Le premier vise à déstabiliser l'Ukraine de l'intérieur. Le second vise à ternir la réputation de l'Ukraine auprès des opinions publiques des pays partenaires occidentaux, rendant le soutien de la coalition plus coûteux politiquement, et ralentissant l'aide. Comme l'Ukraine a répondu aux missiles et drones russes par ses propres armes, elle l'a aussi fait avec des campagnes de renseignement. Pendant que la Russie construisait ses réseaux clandestins et son architecture de propagande, l'Ukraine mettait en place un dispositif plus modeste, avec moins de ressources, mais considérablement plus précis. Avant d'entrer dans le sujet, saviez-vous que nous produisons chaque jour des vidéos analysant la guerre en Ukraine et ses développements ? Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et aimez la vidéo si vous souhaitez voir plus de contenu sur ce sujet. Revenons aux efforts de l'Ukraine. Ces forces d'opération spéciales, ou SSO, maintiennent ce qu'ils appellent une infrastructure de mouvement de résistance à l'intérieur des territoires occupés par la Russie. Et lors d'une rare interview accordée aux médias ukrainiens Chromatsky en septembre 2024, un soldat du SSO utilisant le nom de code Sacha a expliqué comment cela fonctionne. Sacha combattait la Russie depuis 2014 et avait passé les années de guerre à se préparer. Des agents infiltrés derrière les lignes ennemies recrutaient des résistants pour des missions de reconnaissance, sabotage, subversion et guérilla dans les territoires occupés par la Russie. Selon Sacha, l'un des objectifs principaux du SSO est d'accroître le niveau d'insatisfaction envers les autorités d'occupation. Les missions que ces agents accomplissent
vont de peindre des graffitis pro-ukrainiens dans les villes occupées à la destruction de ponts, au déraillement de trains de ravitaillement et à l'assassinat de soldats russes et de collaborateurs. Le SSO possède déjà la documentation pour les protéger quand les conditions changeront. Jusque-là, ils sont entièrement considérés comme indépendants, et seul un cercle restreint au sein du SSO, c'est qu'ils travaillent en réalité pour l'Ukraine. L'un des éléments les plus actifs de cette architecture de résistance est ATEC, un réseau de renseignement pro-ukrainien qui a vu le jour en Crimée en septembre 2022 et qui s'est ensuite considérablement étendu dans les régions de Kherson, Donetsk et Zaporijia. ATEC était spécialisé dans le sabotage des infrastructures ferroviaires et le ciblage des véhicules militaires, et il a été responsable de plus de la moitié de tous les incidents de sabotage documentés dans les territoires occupés au cours du premier semestre 2025. Heureusement pour eux, la résistance ukrainienne possède quelque chose que la Russie n'a pas, la capacité d'aller beaucoup plus loin en territoire adverse. La Russie mènerait des opérations clandestines via les réseaux sociaux, tandis que l'Ukraine a introduit des drones en contrebande, donnant lieu à la fameuse opération Toile d'araignée. Il a utilisé 117 drones FPV dissimulés à l'intérieur de structures préfabriquées en bois, ressemblant à des logements modulaires, chargés sur des camions commerciaux ordinaires. Un Ukrainien s'est installé à Tcheliabinsk en octobre 2024 et a lancé une entreprise de transport. En décembre, il a acheté plusieurs camions. Au cours des mois suivants, l'opération a discrètement positionné sa cargaison sur 5 bases aériennes dans 5 oblasts, couvrant 4000 km, depuis la région de Mourmansk sur la côte arctique jusqu'à Irkoutsk en Sibérie, bien au-delà des monts Oural. Et en juin 2025, ces drones ont commencé à apparaître pour infliger autant de dégâts que possible. Les cibles étaient les bases aériennes d'Alionia, Diaghilevo, Ivanovo, Severny, Belaya et Ukranka. Les avions détruits ou gravement endommagés comprenaient 2 bombardiers stratégiques, 95 Mi, 2 avions d'attaque à long rayon d'action, 22 M3, et au moins un avion de détection avancé, A-50, qui existent en nombre extrêmement limité et ne sont plus en production. Les responsables ukrainiens ont estimé que 41 avions avaient été détruits ou endommagés. Une analyse en source ouverte a estimé que le coût pour la Russie était d'environ 7 milliards de dollars. Les blogueurs militaires russes l'ont décrit comme le Pearl Harbor de la Russie. La comparaison est d'autant plus significative qu'elle a brisé l'idée que la Russie pouvait protéger ses actifs majeurs via l'Extrême-Orient. Les autorités russes ont même été contraintes de militariser massivement les préparatifs du défilé de la victoire à Moscou en mai 2026 à Kiev. La liste des invités est à son minimum depuis des décennies, avec presque aucun chef d'État. Le Kremlin a diffusé des vidéos de matériel militaire au lieu de chars, craignant que l'Ukraine ne les détruise au centre de Moscou. L'opération a également démontré que l'appareil clandestin de l'Ukraine est devenu suffisamment sophistiqué sur le plan technique pour gérer une chaîne logistique de 18 mois en territoire hostile sans être détecté. Le même FSB, chargé de préparer l'Ukraine à l'occupation russe, n'a pas réussi à détecter un réseau d'infiltration de 117 drones opérant en Russie pendant 1 an et demi. Voici ce que cet échec coûte à la Russie, et pourquoi la propagande doit désormais redoubler d'efforts. L'économie russe est entrée en guerre avec d'importants revenus énergétiques, des réserves accumulées et la capacité de mener une guerre courte avant que la facture n'arrive. La facture était maintenant en retard. Selon une analyse de la Stiftung Wissenschaft und Politik, un institut allemand de recherche sur les politiques, la hausse du PIB russe, alimentée par des dépenses de défense massives, s'est arrêtée en 2024, tandis que l'inflation persistait. La Russie a mis en place une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 22% à partir de janvier 2026, dans le but de récupérer une partie du financement de l'État à partir de sa propre économie. Pendant ce temps, le pays consacre 40% de son budget à l'armée et à la défense nationale, et a même été contraint de réduire le budget pour 2026 en reconnaissant qu'il n'a pas assez d'argent. La capacité d'exportation d'armes de la Russie s'est aussi effondrée. Les exportations ont chuté de 92% entre 2021 et 2024, selon une analyse de la Jamestown Foundation, car la production a été réorientée vers la consommation de guerre intérieure, et les sanctions occidentales ont limité l'accès aux composants. Les pays qui achetèrent du matériel russe cherchent maintenant d'autres options. La Russie produit des armes pour elle-même, mais cela reste insuffisant. Cependant, la Russie doit maintenir l'illusion qu'elle est en train de gagner la guerre, et cela passe par la même machine de propagande qui fonctionne depuis 4 ans. Alors que la Russie perd des ressources, le FSB doit faire des heures supplémentaires. Yousov a déclaré ouvertement qu'il est clair même pour le FSB que les Ukrainiens,
et les médias occidentaux savent que ce que la Russie montre n'est pas la vérité. Mais il doit essayer, et plus il essaie, plus il ressemble à la Corée du Nord. Les efforts du FSB semblent trop superficiels pour les soldats en première ligne, pourtant essentiels à la guerre. Cependant, sur les lignes de front, l'Ukraine a commencé à mener une guerre psychologique efficace. Le projet « Je veux vivre », organisé par le quartier général ukrainien pour les prisonniers de guerre avec le ministère de la Défense et le renseignement militaire, offre aux soldats russes un moyen de se rendre dans le cadre des conventions de Genève. Le service fonctionne via une ligne téléphonique disponible. 24 heures sur 24, un site web en langue russe et un chatbot sur Telegram. Il a attiré des dizaines de millions de visites, la grande majorité provenant de l'intérieur de la Russie. Moscou a bloqué ce service à plusieurs reprises, mais ces blocages sont toujours contournés. Un service compagnon, Je veux trouver, permet aux familles russes de retrouver des proches tués ou capturés en Ukraine. Ce sont des équipes relativement petites qui atteignent des millions de personnes. Elles font également partie des rares opérations d'information ukrainiennes, qui ont manifestement pénétré l'espace informationnel intérieur russe. Le fait que la Russie essaie constamment de les bloquer en est la preuve. Alors, où cela nous mène-t-il ? En 2022, une grande partie de la société ukrainienne et de nombreux observateurs occidentaux croyaient sincèrement que les Russes ne connaissaient tout simplement pas la vérité, que la bonne vidéo, le bon appel téléphonique, la bonne preuve leur parviendrait et que quelque chose changerait. Après des années, il est clair qu'on ne peut obtenir qu'un résultat limité en tentant de combattre la désinformation par l'information, surtout quand elle existe depuis des décennies. L'Ukraine n'a donc plus à convaincre les Russes. La campagne « Je veux vivre » aide, mais reste surtout une tentative d'affaiblir un peu le front russe. Le cœur de la guerre de l'information est maintenant de conserver la crédibilité auprès des publics qui comptent. Pour l'Ukraine, il s'agit du reste du monde, car si elle reste manifestement crédible, le public continuera à la soutenir. Mais pour la Russie, il s'agit désormais de sa propre population, car 4 années de guerre en ont fait un paria géopolitique. Et cela pourrait ne pas suffire, car le Kremlin perd lentement l'une de ses plus grandes régions, l'Extrême-Orient. Découvrez-en plus dans cette vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité géopolitique quotidienne.